tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission full digital au Fighting Spirit irlandais, assez impressionnant, une émission spéciale bilan avec Nicolas Fiol qui est ici. Yeah, je suis content d'être full digital. Ouais. Et avec Mourad Arts qui est ici. J'étais pas préparé au full digital, mais j'adore. Ah oui, ah ouais, on est passé au full digital. Il n'y a pas que toi qui n'étais pas préparé au full digital, Mourad. Et ouais, je vois. Bah d'ailleurs, on les a récupérés, les mecs, ils étaient pas prêts au full digital. Hein. On a récupéré un déjà. Allez, émission spéciale bilan, on s'est fête de Noël, enregistrée le 27, on est le 27 aujourd'hui ? On est le 21. Enregistré le 21 Oh, le mec est déjà le décembre. 27 quoi. Et Noël s'est bien passé ou Ah pas? ouais, Noël, j'ai eu un super cadeau. Enregistré le 21 décembre, voilà, et diffusé donc très certainement après le dernier match, voilà, après le match à Angers. C'est ça, Mercredi. le mercredi 23. Mais on va quand même anticiper ça, hein, et on fait un bilan. Messieurs, on va pas perdre plus de temps que ça, on va directement faire le bilan sportif. Donc vu qu'on n'a pas de générique, on a déjà jingle. Attends Ben, parce que j'étais censé pouvoir faire la publicité pour d'autres personnes, donc pour les livres, parce que je peux faire un programme, mais tu t'en fous. C'est vrai. Alors avant ça, avant de partir dans ce bilan, les livres, est-ce que tu nous conseilles des livres pour passer de bonnes fêtes de Noël, Mourad ? Puisque vous avez sans doute reçu des bons d'achat et des choses comme ça, et vous savez pas comment les dépenser à la Fnac. Eh ben, regardez, je vais justement vous proposer quelques livres, à commencer par Les plus grands managers du sport se confient, c'est chez Amphora. Donc, vous avez peut-être déjà lu un livre qui s'appelle L'entraîneur idéal. C'est écrit par Philippe Rodier, qui est encore dans ce coup, tout comme Baptiste Fauriel, d'ailleurs, excusez-moi, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Footballophile sur Twitter. Et en fait, c'est un très gros recueil d'interviews de managers du sport qui expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment ils ont évolué dans leur manière d'appréhender les hommes, etc. Et c'est très intéressant si vous êtes coach, par exemple. Je pense que quelqu'un comme Romain Pellissier, c'est vraiment le genre de bouquin qu'il apprécierait très fort. Et la dernière fois, on discutait, Ben, tu parlais des nageurs et de la répétition des gestes, etc. Et il y a l'ancien DTN français, et on sait que la natation française a eu beaucoup de succès, qui explique comment il a dû lutter contre le milieu du sport un petit peu, bon, pas vraiment lutter, mais tu sens qu'il y a une certaine résistance à amener des nouvelles choses pour justement faire en sorte que les nageurs français répètent les mouvements et aillent vers l'excellence, etc. Donc c'est très intéressant. Il y a des entretiens qui m'ont donc beaucoup plus intéressé, comme celui-ci du DTN de la natation française, d'autres un petit peu moins. Et il y a même des entretiens pour Ryan, puisqu'il y a certains managers d'e-sport qui se confient aussi. Donc c'est très lourd, mais il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est à conseiller parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par le managing. Vas-y, Nico. Est-ce qu'il y a une interview de Rudy Garcia pour nous expliquer comment il gère son attaque, les mouvements, tout ça? Non, il explique pas la tactique du funambule, malheureusement. Mais d'ailleurs, les auteurs m'ont dit que c'était le milieu du foot, comme par hasard, est un des plus fermés, alors que plein d'autres sports s'ouvrent. D'ailleurs, il y a même un mec du UFC, il me semble, un peu plus loin, mais j'en suis pas encore là. Il y a des mecs du baseball, tout ça. Donc c'est vraiment très riche. Je vous le conseille. Donc si vous vous intéressez au management dans le sport, ensuite on passe à un livre qui s'appelle 1987 Génération sacrifiée. Donc là, si vous n'êtes pas habitué à lire, si c'est pas quelque chose que vous faites naturellement et que vous recherchez quelque chose de facile à lire, ce livre est pour vous. Donc la Génération 1987, bien sûr, vous la connaissez, vous reconnaissez nos copains ici, Benzema, Ben Arfa, Nasri. Il y a aussi Ahmed Yayaoui dont on parle, Jérémy Ménez, mais il y a aussi tous les autres joueurs qui faisaient partie de cette fameuse génération 1987 qui est championne d'Europe en 2004 et qui ensuite va faire les gros titres de la presse. Mais ce qui est intéressant en fait dans ce livre, c'est plutôt que ça décrit le parcours d'un jeune footballeur, c'est-à-dire qu'ils ont été très vite médiatisés, on attendait d'eux que ce soit des cracks, et il y en a certains, ils ont fini en Roumanie, ils ont pas pu faire une carrière pro, il y en a d'autres qui ont été qui ont eu aussi des carrières binationales, c'est-à-dire qui ont joué pour le Togo, d'autres équipes. Donc en fait, ça retrace la vie d'un jeune professionnel et d'un groupe qui était amené à tutoyer les étoiles et qui l'a pas forcément
commencé. Donc c'est un peu une plongée dans le monde professionnel et dans ce que peut être la vie si tu es un jeune qui est mis en avant parce que tu as gagné un titre, etc. Et que c'est pas gagné d'avance de faire une très grande carrière comme celle de Benzema. Il y en a pas beaucoup qui vont réussir à le faire, mais en tout cas c'est intéressant et ça se lit très facilement. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas un très grand lecteur, franchement ça va très vite. Et c'est publié chez XUV, donc on en profite aussi pour parler du dernier livre de Romain Molina que j'ai pas encore lu, mais je suis sûr que ça doit être très intéressant. Ça s'appelle The Beautiful Game et c'est autour du sport et d'histoires assez incroyables autour de pays qui sont en guerre et le football au milieu de tout ça. Voilà, j'essaye de faire vite parce que je sais que Ben est en train de se dire oh là là là, il est en train de bouffer du temps d'émission. Donc un dernier petit livre. Celui-ci ça s'appelle, je l'ai pas encore lu non plus, mais c'est Garrincha. Donc Garrincha, légende ultime du football brésilien. Certains vous diront même que c'est lui le plus grand joueur de tous les temps au Brésil et pas Pelé. En tout cas, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pas encore lu. C'est publié par Lucarno Posé, qui est un excellent site. D'ailleurs, on a un peu Pierre nous a un petit peu aidé au niveau des bons plans mercato ces derniers temps, mais c'est surtout un site qui comment dire chronique le football sud-américain depuis des années et des années, au moins 10 ans. J'ai l'impression qu'ils sont là depuis super longtemps. Et Garrincha, c'est vraiment quelqu'un qui a une histoire incroyable. On dit souvent que Pelé a gagné 3 Coupes du Monde. C'est faux. Il en a gagné 2 parce qu'en 62, il est blessé après le premier match et Garrincha gagne la Coupe du Monde à lui tout seul. On dit souvent qu'il y a 2 joueurs seulement qui ont réussi à gagner une Coupe du Monde à eux tout seuls. C'est Garrincha en 62 et Maradona en 86. Et Garrincha a terminé dans la déchéance la plus totale. Il est mort dans une espèce de logement miteux, un petit peu rongé par l'alcool. C'était quelqu'un qui avait une vie très particulière, qui était surnommé la joie du peuple et qui a pratiquement peut-être pas inventé le dribble, j'abuse un petit peu, mais un dribbleur exceptionnel. Et vraiment, quand on se plonge dans l'histoire de Garrincha, c'est incroyablement riche et j'ai hâte de commencer à lire ce livre. Donc voilà, Garrincha, Lucarno Posé, vous pouvez aller sur leur site et l'acheter. Et il y a la préface de Mario Zagallo, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, j'ai presque terminé, mais je ne pouvais pas terminer sans bien sûr vous dire achetez mon livre, celui qui a été décrit par les plus grands critiques littéraires comme la rencontre entre Dostoïevski et Bukowski. Mais dans le monde du sport, c'est Dostoïevski et Bukowski dans le monde du sport, c'est exceptionnel. Franchement, c'est un investissement que vous ne regretterez pas. Donc voilà, OM Bielsa, enquête sur une relation passionnelle, allez l'acheter et lisez des livres de foot parce que même si vous n'êtes pas un très grand lecteur, vous êtes passionné par le football et que c'est une bonne manière d'avoir plus que ce qu'on a souvent, c'est-à-dire un traitement un peu sommaire, etc. Il faut aller vite, même dans les émissions, même dans partout. Et il y a une richesse incroyable dans le football et passer par les livres, c'est une bonne manière d'aller à la découverte de cette richesse. Voilà. Allez, on passe au bilan sportif de l'Olympique de Marseille, c'est tout de suite. Le bilan sportif, c'est tout d'abord le bilan de la Ligue des Champions. Eh ouais, Ligue des Champions, retour en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. On va voir un visuel du classement, n'est-ce pas? Voilà, l'Olympique de Marseille qui a fini dernier du groupe C avec Manchester City, Porto, l'Olympiakos et 3 points pris. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne, Nico? Globalement, j'aurais envie de commencer en disant comme Villas-Boas, c'est un truc qu'il faut vite oublier. Mais bon, c'est difficile d'oublier quand tu es rentré dans l'histoire de façon négative avec cet enchaînement de victoires successives dans cette compétition. Donc je crois que c'est 13, si je ne dis pas de bêtises, 13 défaites de suite dans cette compétition. Et tu as aussi quand même un bilan au final assez humiliant, même si tu as réussi à glaner ces 3 points avec 2 pénaltys et 2 fois la VAR, surtout le second est quand même assez miraculeux. Finalement, dans ce groupe-là, où tu avais un Manchester City un peu en épouvantail, un FC Porto habitué de cette compétition, mais quand même très moyen cette saison, et un Olympiakos vraiment à ton niveau, voire moins si les joueurs avaient été à leur niveau, tu te dis c'est quand même honteux de terminer 4e de ce groupe-là, et de même pas accrocher la Ligue Europa. Moi je pense que c'est vraiment honteux cette saison, la campagne européenne de l'OM. Mais là où j'ai eu ce qui m'a fait le plus mal, je crois, c'est quand Villas-Boas a proposé cette équipe ultra défensive face à Manchester City, où il est arrivé en victime, direct en victime face au grand Manchester City. Et ça, c'est pas tolérable. Sur l'OM, même si c'est plus le grand club que ça a été en Europe,
tu peux pas te poser en victime comme ça dans cette compétition. Et au final, tu te dis, il a voulu jouer petit en espérant glaner quelque chose, et il a glané de la honte en jouant petit. Il aurait dû tenter plus de choses, quitte à se faire apprendre des fessées. Les fessées, il les a prises de toute façon. Ouais. Mourad, qu'est-ce que tu retiens? Des sentiments négatifs, un truc on voulait que ça se termine, alors qu'on avait hâte que ça commence. Une fois que ça a commencé, on n'avait qu'une hâte, c'est que ça se termine. Donc beaucoup de choses négatives, une approche du football négatif aussi dans cette compétition, des excuses, je retiendrai des excuses. Ça a été très dur parce que franchement, voilà, encore une fois, je vous ai parlé de livres, etc. Il y a l'histoire du foot est faite de plein de contre-exemples à ces banalités qu'on nous ressort tout le temps. Et en fait, cette campagne de Ligue des Champions, ça a été l'occasion de ressortir toutes les excuses du football français sur pourquoi on est incapable de battre l'Olympiakos et le plus faible FC Porto depuis 20 ans. Donc ça a été très dur. Ça a été très négatif. Et voilà, on avait hâte que ça commence. Et une fois que ça a commencé, on n'avait qu'une hâte, c'est que ça se termine. Cette équipe, elle n'était pas faite pour la Ligue des Champions? Elle était trop faible pour jouer la Ligue des Champions ou pas? Heureusement Ben que je parle des poncifs habituels qu'on utilise dans le football français. Hop, t'enchaînes avec un bon poncif. Ouais, Non, mais c'est pour faire réagir. Pour faire réagir. Ah, c'est bon. Nico, C'est sûr. elle était. Et pourquoi elle n'était pas faite? Je sais pas si en tout cas elle n'était pas faite pour aller loin, c'est sûr, mais elle a été faite pour faire quelque chose de mieux que ça. Quand tu vois certains clubs qui ont des budgets largement inférieurs à l'OM et qui n'ont pas du tout d'expérience en Ligue des Champions, qui font des choses bien plus intéressantes, tu pouvais faire beaucoup mieux que ça. Après, aller loin, non. Moi, quand le coach avait annoncé qu'il visait les huitièmes, moi j'y croyais pas. Pour moi, l'objectif c'était surtout de bien figurer et d'accrocher cette 3e place. Ça aurait été intéressant. Les huitièmes, quand tu vois le groupe, tu peux le viser. Dans l'absolu, tu peux, mais c'est vrai que vu le niveau de forme des joueurs à ce moment-là, l'état d'esprit, le niveau de forme physique et l'état d'esprit qu'ils ont affiché, ça paraissait compliqué de terminer second. Alors, est-ce que c'est plus humiliant qu'en 2013, Mourad? Oui, pour moi c'est plus humiliant parce que les adversaires étaient vraiment à la portée de l'OM, parce qu'en 2013 il y avait quand même Arsenal qui avait pas encore complètement perdu de sa superbe. Il t'avait le Dortmund de Klopp, il me semble, dans le groupe, qui a Klopp y est encore, et tu as le Napoli. Napoli, est-ce que c'était Benitez à l'époque? Enfin bref, c'était trois vraies belles équipes, et c'était presque normal, même si ça ne devrait pas être normal, mais c'était presque normal de perdre, alors que là, les adversaires étaient vraiment à la portée de l'OM, et même dans les contenus, en 2013, t'avais quand même quelques matchs où tu te disais, bon, il y a un minimum d'honneur. Bon, ok, il y a Jérémy Morel qui fout tout en l'air à la 87e minute contre Arsenal. Bon, bah, ça arrive. Même contre Dortmund, il me semble que tu marques. Après, Payet se fait expulser. Bref, il y avait quand même quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose, tu pouvais discuter. Là, franchement, il y a des matchs de l'OM cette saison, mais il y avait rien à discuter. C'était juste honteux, et c'était face à des adversaires qui étaient faibles. Donc, pour moi, c'est pire. Et c'est pas ces deux pénaltys tombés du ciel qui changent quoi que ce soit, même si c'est bien d'avoir mis fin au moins à cette satanée série négative. Mais franchement, c'est pire. Clairement, 2020 est pire que 2013 pour moi à ce niveau-là, parce que les adversaires étaient tellement faibles. Franchement, c'était tellement faible. On va pas non plus attaquer des équipes qui nous ont battus, je sais pas, mais je veux dire, il y avait vraiment de la place. Et quand je vois ce que d'autres équipes comme la Lazio, qui avait pu jouer en Ligue des Champions depuis 2008, est capable de faire et aller chercher la qualification dans un groupe qui a à peu près la même gueule que le nôtre, voire un FC Bruges qui est quand même une bonne équipe, je me dis franchement, c'est honteux, et c'est pire. En fait, si tu prends globalement, c'est bien pire 2020 que 2013. Le bilan sportif, c'est aussi le championnat de France, parce que si l'Olympique de Marseille est passé complètement à côté de la Ligue des Champions, on est quand même parvenu, à tenir la barre au final en Ligue 1. Alors, on va regarder le visuel, le classement, il est là, l'Olympique de Marseille. Donc, on l'a dit, on enregistre cette émission avant le déplacement à Angers. Donc, le classement est celui-ci. L'OM 4e à 5 points de Lille, 3e. Toujours 2 matchs en retard pour l'Olympique de Marseille. C'est important. Le premier sera joué le 20 janvier d'ailleurs. C'est contre Lens. Nico, 14 matchs joués, 8 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Quel bilan toi tu fais de cette première partie de saison en Ligue 1?
En Ligue 1, on a évacué la partie qui fâche avec la Ligue des Champions. En Ligue 1, ce que tu peux retenir de vraiment le début de la saison, c'est dégueulasse, mais ça passe. En gros, c'était ça. C'est que tu as gagné des matchs. Les premiers matchs, il faut se souvenir, tu gagnes à Brest 3-2 sur des coups de pied arrêtés en jouant vraiment pas bien. Tu fais un braquage à Paris, un braquage historique parce que ça faisait tellement longtemps que tu n'avais pas gagné que l'euphorie de battre Paris t'a fait oublier que c'était vraiment pourri. Et après, tu vas te faire battre par Saint-Etienne à domicile. Saint-Etienne, c'était leur dernier bon match. Depuis, ils n'ont plus rien fait. Et ensuite, tu vas arracher des points à droite à gauche. Tu vas arracher un match nul contre Lille. Tu vas arracher un match nul contre Lyon en défendant après le carton rouge de Payet. Donc tu vas arracher des petits points par-ci par-là en étant vraiment pas beau du tout. Tu vas te prendre tout ce qui s'est passé par rapport à la Ligue des Champions. T'es pas bien. Tu fais cette fameuse victoire avec un tir dans le match face à Strasbourg. Et à partir de là, tu recommences doucement à jouer un petit peu plus. Alors, c'est pas dingue, hein, on va pas s'enflammer, mais ce que je retiens, c'est que même si là tu restes sur 2 mauvais résultats, on le rappelle, une défaite face à Rennes et un match nul face à Reims, avant ça, tu as enchaîné les victoires, 6 de suite je crois, et surtout tu as commencé à avoir un petit peu plus de jeu. C'est-à-dire un peu plus de combinaisons. Tu vois que les joueurs physiquement, ils recommencent un petit peu à retrouver un minimum de niveau physique. Et surtout, ça recommence un petit peu à combiner. Ça essaye de proposer autre chose qu'attendre. Il y a un peu plus de combinaisons, de jeux à 3, de triangles. Ah, tu prends plus le jeu à ton compte, quoi. Tu prends plus le jeu à ton compte. D'ailleurs, tu le payes un petit peu c'est lors des derniers matchs. Mais voilà, tu recommences à avoir une équipe de l'OM qui a un peu plus une gueule de club de haut de tableau. Parce qu'en début de saison... tu te disais, mais comment cette équipe, elle peut être aussi haute au classement, tellement il n'y a rien, quoi. Et là, tu recommences à avoir quelque chose, ça laisse un petit peu d'espoir pour la suite. Morad, tu fais quoi, toi, comme bilan ? En fait, le même que Nico, hein, grosso modo. Et voilà, pendant un long moment, ça a été de la survie de luxe, c'est-à-dire qu'on était dans la survie pour rester dans le haut de tableau. C'était pas beau. Alors dire survie pour une équipe de foot, en règle générale, c'est plutôt les équipes qui luttent contre le maintien. Donc nous, on était assez loin du maintien, mais on était quand même dans une espèce de forme de survie où on essayait de se maintenir coûte que coûte en haut de tableau. Et en effet, en arrachant des points dans les arrêts de jeu, c'était le cas contre Metz, contre Lille, et contre Lille, on se dit un petit peu waouh, comment on a réussi à le faire, mais on le fait. Donc c'était vraiment laborieux. Et puis voilà, sur la fin, c'est un petit peu mieux. L'OM reprend un petit peu le jeu à son compte. Il y a eu ce fameux match face à Nantes. On verra si en fin de saison il faudra encadrer ce match-là comme le tournant de la saison, parce que c'est à ce moment-là, c'est peut-être la première fois où on voit vraiment du jeu à l'Olympique de Marseille. Il y a en 2020-2021, il y a peut-être eu OM Bordeaux, ok, c'était pas trop mal, mais vraiment OM Nantes, c'est là où on voit qu'il y a réellement un allant pour la première fois, des mouvements, des courses, un Dimitri Payet qui revient à son meilleur niveau. Donc voilà, ce que je retiendrai, c'est ça, de la survie pendant 80% du temps et de l'espoir sur les derniers matchs. Ok, alors sur cette première partie de saison, quel bilan ? Très satisfaisant, passable ou décevant, messieurs ? Nico ? Je vais dire passable, surtout en termes de jeu. Après, en termes de points, non, c'est mieux que ça. C'est satisfaisant en termes de points. En fait, j'ai du mal à mettre les deux au même niveau, quoi. Je suis obligé de dissocier. En termes de points, c'est bien. Tu as 2 matchs en retard et tu es à 5 points du premier et tu es combien, à 3 points, je crois, de Lyon, ou un truc comme ça. Donc, tu es super bien placé. Tu es vraiment dans le coup. Donc, en termes de comptable, tu peux pas critiquer vraiment. Ouais, sauf que sur les 2 derniers matchs, tu te plombes un peu quand même. Tu te plombes un peu en plus. Parce que, non, mais en plus, parce que... il y a ces 2 matchs, mais ces 2 matchs, ils sont... Non, mais c'est quand même un peu particulier parce que tu perds face à Rennes avec un fait de jeu un peu indépendant de ta volonté qui change quand même un petit peu un match. Ouais, mais comptablement, vu que nous, on regarde que les points. Non, mais nous, on regarde pas que les points puisqu'on parlait de jeu. D'accord, mais on n'a que les points à regarder puisqu'on nous donne que ça. La compta, machin. C'est vrai. Dans le match, il y a très peu de choses. Non, mais t'es pas obligé d'accepter ça. Moi, je l'accepte pas. Peut-être, mais c'est un constat. Donc, si on regarde que les points, là, tu t'es mis en difficulté un peu par rapport aux autres concurrents. Difficulté. Non, mais pas tant que ça. C'est regroupé. Moi, je suis pas d'accord. Mais t'as Lyon qui avance très fort, Lille qui perd quasiment rien, et maintenant, il y a Rennes et Monaco qui reviennent. Et en fait, je pense que le dernier match qui n'est pas encore joué au moment où on parle, face à Angers, va être important parce qu'au final, quand tu perds face à Rennes, Lyon fait une contre-performance en faisant match nul face à Brest à domicile, en prenant un pénalty à la fin. Et là, tu fais match nul face à Reims et dans le même temps, Lille et Paris
font match nul. Au final, c'est pas non plus catastrophique. Non. Donc, si tu bats Angers mercredi, tu seras pas trop mal. Et tu as ce match face à Lens à jouer et Nice. Oui, on fait cette émission avant Angers, donc ça sera peut-être un peu tronqué, cette histoire. Vas-y, Mourad. Oui, j'utiliserai passable aussi parce que moi je peux pas dissocier juste les points du reste. Et puis si les points, voilà, si tu caracolais en tête avec, enfin si t'étais en tête parce que ces 2 matchs tu les as pas encore gagnés, c'est sur le haut niveau comptable c'est pas trop mal. Après je veux bien qu'on dise ouais voilà tu t'es planté etc. T'as perdu des points, mais comme Nico le rappelait, Lyon en perd aussi. En fait, une équipe qui gagne tous ses matchs, ça n'existe pas. Et même le Barça de Guardiola de temps en temps il faisait un nul, il perdait des points. Donc bon, c'est embêtant, mais il faut pas non plus s'attendre à gagner tous les matchs. Par contre, si de temps en temps si tu gagnes 5 matchs en jouant bien et qu'il y a un nul où tu te fais un peu punir, bon, moi ça me va. Hein, je vais pas, ça va quoi. Faut pas non plus. Les résultats vraiment sur le plan purement comptable. C'est vraiment pas mal ce qui a été fait. Mais après, c'est passable parce que sur le plan du spectacle, de ce qu'on voyait, on sortait trop souvent énervé des matchs de l'OM, vraiment un peu dégoûté même de se dire à Strasbourg, tu te dis mais oh là là, mon Dieu. Et puis il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que là on se concentre sur les résultats, mais il y a l'ambiance qu'il y a eu dans le club quand même lors de cette première partie de saison. Ça a été compliqué quoi, parce que il y a eu beaucoup de tensions qui a parfois été comment dire, qui a été apporté par André Villas-Boas, qui a fait preuve d'un comportement mourinesque par rapport aux médias. Donc premièrement c'était les médias parisiens, après les médias marseillais. Donc après on est d'accord, on n'est pas d'accord, on dit machin, il a tort, il a pas tort, lui il a tort, il a pas tort. Mais toujours est-il que les mauvaises ondes autour du club, elles se sont quand même perpétuées tout au long de cette première partie de saison, quoi. Ça a été difficile. Il y a eu rarement des moments. En fait, il y en a eu un au tout début. On a eu cette grosse dose d'euphorie après cette victoire face au PSG. Ouais. Et j'ai l'impression que les 3 mois après, ça a été payé cette grosse dose d'euphorie où en fait, t'as eu que des émotions négatives ou presque, et que t'as eu que des trucs où t'étais à moitié content, ou après t'étais dans des conflits où il fallait prendre parti, ou bref, ça n'a pas été un football plaisant. Ça n'a pas été plaisant de suivre l'OM lors de cette première partie de saison, alors que les résultats en championnat étaient tout à fait respectables. Donc vous êtes tous les deux dans le passable, on est d'accord? Allez, on termine ce bilan sportif et on attaque le bilan mercato. C'est là, jingle. L'Olympique de Marseille qui a enregistré 4 recrues cet été. Et avant de passer à chaque cas particulier... 4 recrues, non? C'était 5. Non, 4 recrues. Et avant de passer à chaque cas particulier, on va revenir sur les manques de ce recrutement. C'est l'avant-centre qui n'a pas été recruté, et aussi donc un attaquant axial et un arrière droit. Voilà. Alors, est-ce qu'au final, ces 2 manques du mercato estival ont coûté cher à l'Olympique de Marseille, Nico, sur cette première partie de saison? L'attaquant, tu l'as aujourd'hui, ça va à peu près parce que tu as Benedetto qui joue et qui retrouve un niveau acceptable, qui a marqué quelques buts, mais tu l'as payé en début de saison où Benedetto était un fantôme et où tu avais un jeu offensif complètement à la ramasse. Donc là, peut-être tu l'as payé. Si tu as vu un attaquant en forme qui prenait plus de place que Benedetto, ça t'aurait peut-être aidé en début de saison. Après, le latéral droit, tu es en train de le payer en ce moment parce qu'avec la blessure d'Amavi à gauche, Nagatomo joue à gauche et donc ne peut pas suppléer Sakai à droite. Et Sakai, on voit bien qu'il est au bout de sa vie. Physiquement, Sakai, il n'en peut plus. Déjà qu'il est un peu moins bon depuis l'année dernière. Je pense qu'il est pas dans il est plus à un moment de sa carrière où il va continuer à progresser. Il est plutôt en train de baisser un petit peu de niveau. Je pense qu'il pourrait garder un niveau acceptable pour la Ligue 1 si on pouvait le faire souffler avec tout l'enchaînement de matchs qu'il y a eu en début de saison avec la Ligue des Champions. Et là, c'est pas le cas. Il est obligé d'enchaîner les matchs et on voit bien qu'il est complètement cramé là, en ce moment. Si tu avais eu un latéral droit, ça aurait pu te faire du bien. Et un latéral droit avec un autre profil plus adroit en termes de centre, par exemple, ça aurait été intéressant. Là, on parle de Maélé. Donc, je rappelle que cette émission est tournée lundi. J'ai discuté avec le journaliste Florent Rosbeck qui nous racontait que lui, il voulait toujours venir à l'OM. C'était sa priorité, l'OM.
et que finalement, faute d'offres, parce que l'OM, a priori, n'a plus les 10 millions qu'il proposait à l'époque, il va partir à l'Atalanta. On peut avoir un regret que ce dossier ne soit pas bouclé, mais ça, a priori, c'est pas non plus que de la faute de l'OM, c'est surtout Genk qui a fait foirer le dossier, qui était réglé à 2 heures du mercato du 5 octobre. Quoi. Mourad, même question, est-ce que ces 2 manquements au mercato ont coûté cher à l'OM ? Cher, je sais pas. Ouais, sur les latéraux, quand même, on a beaucoup souffert. Hein. C'est pas. On l'a vu encore dernièrement. Il y a des matchs où vraiment on souffre parce que nos latéraux sont pas au niveau. Contre Rennes, par exemple, ça a été difficile là-dessus. Donc oui, forcément, on a beaucoup souffert de pas avoir recruté quelqu'un pour faire souffler le pauvre Sakai qui a enchaîné, je sais pas combien de millions de matchs depuis le début de saison. Et l'attaquant, en fait, bien sûr, il y a toujours cette idée d'avoir une superstar devant qui va te gagner les matchs à lui tout seul. Après, je pense que l'attaquant, il y a peut-être aussi eu, peut-être qu'il y avait autre chose à faire avec Germain et Ake pour faire en sorte de pallier à cette absence de recrues à ce poste-là et que ça n'a peut-être pas été suffisamment fait et que Villas-Boas a trop insisté sur Benedetto. Peut-être que grand bien lui en a fait parce qu'on voit que Benedetto est revenu de meilleure manière, mais peut-être qu'il y avait autre chose à faire et qu'en plus quand il mettait Benedetto. Qu'est-ce que tu voulais faire à la place avec Germain et Ake, je comprends pas. Parce que quand tu mettais Benedetto sur le banc, c'était souvent pour mettre Lopez en faux neuf. Après, ça a été Payet en faux neuf. Ça a été des bricolages. Mais peut-être que tu vois, il y avait 1 ou 2 matchs. On se souvient par exemple. Mais non, mais peut-être que Germain, au début de saison, il commence en tant qu'ailier droit, quoi. C'est remplaçant ailier droit. Et au final, bon, de toute manière, Germain, ce sera jamais un crack, hein, malgré ce qu'on nous a dit à son arrivée. Et ce que je disais déjà que c'était pas un crack à l'époque et que je me suis fait défoncer pour l'avoir dit. Mais El Tiempo me da la raison. Donc voilà. Mais peut-être que tu vois, par exemple, Marley Ake, il y a des matchs. On dit pas Valère Germain, on dit Valère Germain. Qu'est-ce qu'il est intéressant dans ses déplacements quand il rentre. C'est son nom. Valère Germain. Valère Germain. Qu'est-ce qu'il est intéressant quand il rentre. C'est raté, mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Il y a souvent de l'idée. C'est un petit peu le truc. Non, mais bon, on va pas être méchant. Il a mis 2 buts. Donc c'est pas mal. Non, mais après, voilà. Et puis il a quand même rendu service. Il a été défendre. Il a été un bon arrière gauche sur cette fin de bon soldat. Premier semestre. Non, mais en fait, voilà, tu aurais peut-être pu le mettre sur certains matchs où l'adversaire était assez faible. Peut-être que ça aurait fait quelque chose d'autre. Et Marley Ake, peut-être aussi que sur certains matchs, tu aurais pu le lancer. Ce sont pas des cracks, mais peut-être que ça aurait pu te marquer quelques buts de plus avec un truc différent. Peut-être que ça aurait pu réveiller Benedetto un peu plus tôt aussi, etc. Donc, je pense qu'il y avait peut-être un peu de matière dans l'effectif pour faire passer temporairement ce manque de neuf dans le club et pour recruter tranquillement. Mais c'est surtout au poste d'arrière latéral au poste des arrières latéraux que tu as beaucoup payé ton non-recrutement. Nico, juste un tout petit truc par rapport à cette histoire de l'attaquant. C'est vrai que Villas-Boas aurait peut-être tenté autre chose que garder son même système de jeu. Et là, on retrouve peut-être un petit peu le problème de faire jouer tout le temps Thauvin et Payet, même quand ils ne sont pas à leur niveau. Ça, c'est un sacré préjudice pour l'OM, je trouve. Quand ils sont à leur niveau, c'est normal qu'ils jouent, mais quand ils ne sont pas à leur niveau, du coup, tu te prives peut-être d'une autre solution tactique. Comment tu fais pour savoir s'ils sont à leur niveau? Quand tu les fais jouer 2 matchs de suite et que tu vois qu'ils sont à la ramasse, tu peux peut-être changer à ce moment-là. Généralement, tu vois, un coup ils sont bons, un coup ils sont pas bons, et ça alterne. Non, mais là, en début de saison, Thauvin, il a eu des stats au tout début, et après il a plongé, et Payet était complètement à la ramasse. C'est lui qui a les meilleures stats. Non, mais d'accord, mais les stats, c'était en début de saison, il a eu un gros trou, et là, il est remonté. Ouais. Mais je veux dire, à un moment donné, il aurait pu mettre l'un ou l'autre sur le banc, jouer avec 2 attaquants de pointe, et offensivement, il aurait pu peut-être créer quelque chose d'autre. Passons aux recrues. Pape Gueye, arrivé du Havre gratuitement. Nagatomo, arrivé de Galatasaray gratuitement. Cuisance, arrivé en prêt du Bayern. Luis Enrique, pour une somme comprise entre 8 et 14 millions d'euros. Voilà, ça fait une belle fourchette quand même. Hein. Alors, en nous basant sur... Balerdi. Comment ? Il a dit Balerdi. Et Balerdi. Pourquoi on ne me l'a pas écrit, Balerdi ? Donc 5 recrues, j'avais raison en fait. Ouais. Et donc, Balerdi arrivé gratuitement en prêt, avec option d'achat, bien sûr, du fameux club allemand
Du Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, un très bon T'aurais dit club. Mönchengladbach, t'aurais dit oui. Un très bon club, bien sûr. Il joue en quelle couleur Le mur jaune, très connu, le mur jaune. C'est quoi le mur jaune? Hein C'est une BD, non? Dédicace à Manu Barbier. Alors, en nous basant sur une idée de Cabesson, sur Twitter, maître visuel, entre parenthèses, on va Le mec fait que classer lire. les 4 recrues. Et est-ce que pour 2021, tu auras un prompteur? en mettant voilà, une note de 1 à 4. Mourad, c'est quoi tes notes? Elles sont là. Alors, petit 1, Oh là là, mon Dieu. quoi? Recrue C'est- très utile immédiatement. 2, recrue utile immédiatement. 3, recrue potentiellement utile pour le futur. Et 4, recrue inutile maintenant et à jamais. Vous avez compris ou pas? Ouais. Ouais. Donc on va noter chaque recrue comme ça. Et il y en a 5 dans Il faut- recrues. Mourad. Il faut quand même, c'est quand même le moment où il faut donner un peu de backstage à nos viewers, parce que Pourquoi? pendant que je faisais le programme, je disais Ben, je l'appelle, et il s'en fout complètement. Mais non, pas Et du donc, tout. et on fait ça ou on fait ça, et il s'en fout complètement. Et donc après, ça donne ce qu'il se passe là. Mais attends, C'est merveilleux, quoi. C'est qu'il découvre le truc. Mettre visuel entre parenthèses. Mais j'ai fait exprès de le dire comme ça, Mourad. Mourad, si tu veux pas être full média, tu le dis tout de suite. Hein, Ouais. je veux Non, dire, c'est full ça, digital, full digital. Il n'est pas full digital, Mourad. Ouais. Ben, il est vachement full digital quand même. Allez, on y va. On commence par qui? Pape Gay. Arrivé du Havre gratuitement. Alors, arrivé du Havre gratuitement, Enfin, arrivé mais du Havre, qui avait pas signé vraiment après du Havre, contrat, en fait. qui avait signé après contrat à Watford et qui n'a pas voulu rejoindre Watford et il y a une Ouais. gambi, comme on dit ici. Hein, il y a une embrouille quand même avec ça. On verra si un jour il y aura quelque chose. Attends, c'était quoi? Alors, recrue très utile immédiatement, recrue utile, simplement utile immédiatement, recrue potentiellement utile pour le futur et recrue J'hésite entre inutile maintenant et à jamais. j'hésite entre recrue très utile ou non. Ouais, je vais dire recrue utile pour le moment. On a vu rapidement que ce mec-là, il pouvait apporter quelque chose d'autre au milieu de terrain. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, un grand gaillard comme ça, c'est pas qu'un mec qui va récupérer des ballons, c'est un peu ce que certains peuvent imaginer pour Anguissa, c'est un mec qui a du ballon, qui peut faire des passes, qui peut faire de la différence, qui a vraiment un beau sens du jeu. On l'a vu à plusieurs reprises. Il peut faire des belles transversales, il peut se projeter vers l'avant, il va vite, il est jeune. Je pense que c'est vraiment un profil hyper intéressant. Lui, il est sous contrat, donc il appartient à l'OM. Oui, il a servi, il va servir de plus en plus. Villas-Boas a déjà sous-entendu que quand Camara partirait, c'était le successeur. Mais je pense qu'il peut déjà apporter beaucoup de choses. Alors, on l'a vu, ils ont quand même fait des pieds et des mains pour qu'il puisse jouer le match face à Reims alors qu'il était suspendu. Ouais. C'est en l'absence de Sanson, là c'est vraiment un joueur qui est devenu important, qui apporte autre chose, de la densité au milieu de terrain, de la technique et une autre, un peu de sa jeunesse aussi. Ouais. Donc oui, c'est une recrue vraiment intéressante. On n'aurait pas forcément parié sur lui parce qu'on ne le connaissait pas trop. Il venait de Ligue 2. Équipe de France de jeunes aussi, il était connu aussi. C'est pas un inconnu, c'est quelqu'un. Si tu suis les équipes les jeunes qui évoluent en France, tout le monde le connaissait. Mais voilà, c'est une bonne pioche. Et Allez, ça commence à être un petit peu long là, Nicolas. Et je valide, c'est une recrue utile. Numéro 3. Numéro 3. Bon, et moi je trouve en plus je sais pas, il dégage des bonnes ondes, une bonne énergie. Tiens, remets l'autre photo. Non, je trouve que c'est un joueur qui dégage une énergie positive. Tu peux, Je crois que tu peux c'est- pas? Ah, tu peux pas. Ok. Voilà. Au Et, que passage, ce soit c'est dans la le jeu première fois. et aussi en dehors, tu vois. C'est un voilà. Moi c'est Mourad, vas-y. C'est la première fois en 4 ans que je t'entends appeler Nicolas, donc je suis un peu sous le choc. c'est ça. Mais mis à part ça, C'est comme les enfants quand tu veux les gronder, tu dis le prénom en entier. Quoi. Alors, c'est quel type de très grande recrue c'est? tempête. Quel type Bah, de numéro 2 aussi, recrue Trois, utile trois. immédiatement. Ah Non, deux, c'est 2. C'est deux, Ah, pardon, c'est deux, pardon, deux. utile immédiatement. C'est pas très clair ce truc. Un, c'est recrue très utile immédiatement. Recrue 2, recrue utile immédiatement. 3, c'est recrue potentiellement utile pour le futur. Et 4, c'est Nagatomo. Donc, Ah non, t'as vendu la mèche. Deux.
Deux, clairement, parce que c'est, enfin voilà, il a déjà été utile, il a déjà fait des bons matchs, il a déjà rendu des services, et puis en plus, par rapport à tout ce qu'a dit Nico, on peut rajouter qu'il a su remplacer avantageusement Morgan Sanson sur les derniers matchs. On sait que Morgan Sanson est très important pour André Villas-Boas, et là sur les derniers matchs, Gay l'a remplacé, a apporté autre chose et l'a bien remplacé. Donc ouais, c'est la meilleure recrue du mercato. Pour le moment, c'est si la saison devait s'arrêter en décembre, ce serait Gay. On passe à Nagatomo. Nagatomo, Nico. Il a vendu la mèche. 1, 2, 3, 4. Mais c'est 4, c'est l'erreur, quoi. C'est 8. Moi, l'erreur. C'est lui. Si tu veux, l'option 4 a été faite pour lui. Donc, Alors, on rappelle, 4, c'est recrue inutile maintenant et à jamais. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais, il y a un côté définitif, quoi. Non, c'est définitif. Là, c'est... Et vous prenez des risques. Dans le foot, on ne sait jamais. Vous connaissez la phrase. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut aller très vite dans le football. C'est un non négatif. Hein? C'est un non négatif. Non, mais c'est vrai donc là, c'est à jamais. Nagatomo, moi, quand ils l'ont recruté, j'ai dit... J'attends de voir, parce que voilà, c'est un mec qui a quand même de l'expérience du haut niveau. J'ai dit, il va falloir être très patient parce qu'il sortait d'une année quasiment blanche en Turquie. Bon, fort c'est de constater que pour l'instant, c'est quand même très compliqué pour lui. Même s'il a une bonne volonté, que c'est un mec qui a un super état d'esprit et tout, sur le terrain, c'est dur, quoi. Il souffre, il nous fait souffrir. Malheureusement, t'aurais eu besoin d'avoir vraiment quelqu'un à ce poste-là parce que il est polyvalent, il peut jouer des deux côtés, mais vu qu'il est mauvais des deux côtés, finalement, t'es un peu en galère parce que là, t'as Amavi qui est blessé, Sakai qui est en souffrance et qui est pas bien physiquement, donc il peut pas t'aider. Et là, tu sais déjà que tu vas jouer à Angers avec Nagatomo titulaire. Et André Villas-Boas a dit ce midi qu'il attendait Amavi et Sanson pour le match face au PSG au Trophée des Champions, c'est mi-janvier. Donc tu vas encore te taper Montpellier, je sais plus quel, et Dijon, je crois, après, sans eux. Donc ça, c'est compliqué parce que... Combien? Deux matchs? 2 ou 3 matchs? Deux ou trois matchs, ouais, c'est ça. 2 ou 3 matchs. Donc ça, c'est compliqué. Moi, je dis, faut plus le faire jouer. Eh ben, tu fais jouer qui? Tu vas mettre... Non, ça c'est pareil. Moi, je veux pas qu'il y ait d'enflammade Raoui, parce que Raoui, on sait pas ce que ça vaut sur un match entier défensivement. Offensivement, il sera forcément meilleur que Nagatomo. Mais défensivement, on va peut-être pas s'enflammer, on sait pas. Ça se trouve, Raoui, tu le mets titulaire, au bout de 10 minutes de jeu, il te coûte un but, au bout d'une demi-heure, il te coûte 2 buts, tu te fais putain, pourquoi on fait jouer ce mec-là à latéral gauche? Donc faut se calmer. Raoui, on sait pas ce que ça vaut. Sarr, ça a marché, là il y a Cornet, ça marche à Lyon, ça va pas marcher à chaque fois non plus, quoi. Moi. Bon, c'est forcément 4, donc inutile maintenant et sans doute à jamais. En fait, Nagatomo, pour moi, c'est un flop sportif et structurel. C'est-à-dire que recruter ce genre de joueur, c'est contre-productif, même pour faire grandir ton équipe. Parce que on sait que tu ne peux pas recruter que des jeunes joueurs. On l'a bien vu avec Lille, la première année du projet Lopez. D'ailleurs, bye bye Gérard Lopez, hein, on n'oubliera pas. Mais l'OM, on a déjà des joueurs d'expérience. Il y a déjà Mandanda, il y a déjà Alvaro, il y a déjà Payet, même Thauvin qui a quand même un certain âge, Benedetto, t'en as quand même déjà beaucoup. Strootman. Et sans oublier Strootman sur le banc. Donc t'en as déjà beaucoup. Donc en fait, t'as pas un besoin impérieux d'avoir un joueur d'expérience qui va, grâce à sa gestion des temps forts, des temps faibles, et puis savoir se placer, tout ça, un peu encadrer les jeunes. Surtout que lui, il est plus capable de le faire. Donc au niveau joueur d'expérience, t'en as pas besoin. Et puis surtout, en fait, ce que tu as besoin maintenant, puisque tu veux rentrer dans le trading, dans un projet de trading, tu as besoin de donner des gages à ton centre de formation. Même si c'est pas des cracks, t'as besoin de faire jouer des mecs. S'ils doivent être remplaçants au poste d'arrière latéral, il faut que ce soit un jeune qui sorte de là, ou même un mec qui n'est pas à son poste. On se souvient, Bouba Camara, à un moment, il avait joué latéral gauche. Alors forcément, c'était pas son poste, mais au moins, on se disait bon ben voilà, il y a du temps de jeu accumulé, c'est bon, c'est une bonne chose à montrer aux parents de dire voilà, bah lui c'est pas un crack et vous voyez, on l'a fait jouer là, on a bricolé. Si tu dois bricoler les postes d'arrière latéraux, normalement tu peux bricoler, surtout que Nagatomo, son jeu actuellement, il attaque pas du tout, il fait que défendre. Donc si c'est pour avoir un défenseur central à gauche, qui est donc en plus de petite taille, qui physiquement n'a plus le tonus qu'il avait à un moment et qui n'apporte rien offensivement,
bricole avec ce que tu as sous la main, avec ton centre de formation, et tu donnes des gages à ton centre de formation, et tu donnes des gages aux parents qui, dans les années à venir, vont se dire ah ben non, à Marseille, il a aucune chance de jouer mon petit. Et ben voilà, là, c'est le moment où tu dois le faire, C'est presque un truc qu'il faut entrer dans la mentalité de l'OM aujourd'hui, et en recrutant des Nagatomo, tu te coupes complètement cette possibilité. Donc Nagatomo, c'est un flop total parce le niveau sportif, il a plu, et au niveau structurel, ça bouche l'horizon pour beaucoup de monde. Michael Cuisance, arrivé du Bayern. Quel type de recrue c'est selon vous? 1, 2, 3 ou 4? Très utile immédiatement, juste utile immédiatement, potentiellement utile pour le futur, inutile maintenant et à jamais. Potentiellement utile pour le futur, je ne vais pas l'enterrer parce qu'en plus là il est dans une mauvaise période. Pour moi, au moment où ils ont validé son prêt en provenance du Bayern, j'étais sûr que c'était déjà le seul qui pouvait être titulaire. Et c'était pour moi, sûrement, sur le papier en tout cas, la meilleure recrue de l'OM cet été. Force est de constater une nouvelle fois que ce n'est pas le cas. Je me suis bien trompé. Parce que effectivement, on y a cru à un moment donné, quand il a commencé un petit peu à lui donner un peu des minutes et à le faire jouer pas vraiment son poste en plus de 10. Il a fait quelques trucs intéressants. On aimait bien son côté jeu direct, pas trop de touches de balle. Il accélérait un petit peu le jeu de l'équipe par son jeu de passe. Et pour ceux qui ont un peu vu des matchs de lui au Bayern ou en équipe de France des jeunes, c'est quelqu'un qui a une bonne technique, qui peut bien faire jouer son équipe. Mais là, le problème, c'est qu'il n'est pas bien, il n'arrive pas à se trouver. Je pense que peut-être l'erreur de Villas-Boas, c'est de ne pas l'avoir installé dans un rôle de 8, qui est son vrai poste. Et là, il est dans un creux. Donc là, il n'est pas bon et il ne sert pas vraiment à l'équipe. On l'a vu dernièrement lors de ses entrées en match, il n'a pas du tout été convaincant, voire pire que ça. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Alors peut-être qu'il va faire une bonne seconde partie de saison, on te le souhaite. Et voilà, donc on en est là. Pour l'instant, c'est potentiel. Ça reste un potentiel. Villas-Boas martèle qu'il veut qu'il reste à l'OM au-delà de cette saison, que l'option d'achat soit levée. Une option d'achat entre 12 et 18 millions d'euros, on le rappelle quand même. Donc voilà, mais c'est potentiel pour l'instant. Mourad. Bon, pareil, c'est potentiellement pour le futur, ça doit pouvoir être une très bonne recrue dans le futur, mais il faut que tu t'adaptes, que t'adaptes ton jeu à ses possibilités, parce que là, clairement, en fait, on s'en fout de ce qu'il sait faire. On dit juste, bon bah ok, on le met là, et puis essaye de remplacer Payet, et puis essaye de remplacer machin, Donc en fait, étant donné qu'il est censé avoir un très gros talent, que André Villas-Boas a d'ailleurs encore souligné aujourd'hui, lorsque nous en enregistrons en conférence de presse, il a encore dit lorsqu'il est arrivé, en effet, j'ai vu des très grosses capacités, etc. Il les a, ces très grosses capacités, et il n'aurait pas signé au Bayern si c'était une escroquerie totale. Donc voilà, il a des très grosses capacités, mais il faut que tu adaptes ton jeu, c'est-à-dire que il faut le faire jouer à son poste, donc c'est plutôt relayeur, et il faut que le relayeur il fasse d'autres choses que ce que faisait Morgan Sanson ou ce que fait Valentin Rongier. Il faut que le relayeur dans cette équipe fasse ce que Michael Cuisance sait faire. Donc normalement, ça devrait quand même être une vraie belle recrue, mais il faut adapter ton jeu à ses capacités. Et pour le moment, étant donné que tu es dans une course contre la montre et contre les points pour essayer d'en grappiller un maximum, t'as pas forcément envie de changer tes principes, surtout au milieu, parce qu'en attaque tu tâtonnes un petit peu, même en défense t'as essayé des trucs à 3, 5, 2, mais au milieu, même si des fois, ok, tu mets plutôt une ligne de deux milieux un peu pas vraiment défensif, mais presque. Tu joues presque en 4-2-3-1, mais enfin, tu changes pas beaucoup de choses au milieu. On sent que Villas-Boas l'a dit aussi, c'est pour lui son secteur le plus fort. Donc, si on veut que Cuisance éclot à l'Olympique de Marseille, il va falloir changer des choses dans le jeu de l'OM. Luis Enrique, qui est arrivé cet été, entre 8 millions d'euros avec des bonus. Non, 8 millions et seulement 70% des droits du joueur à leur vente. Donc ça veut dire qu'il redonnera 30% aux deux clubs, Botafogo et 13, je sais pas quoi, 13 clubs. J'avais fait une blague pour Ben, mais il l'a pas lu, donc c'est entre 8 et 14 millions d'euros selon la police ou les syndicats. Voilà. On a ça c'est une bonne blague. Et les 8 millions d'euros, c'est Botafogo qui avait publié un détail bien précis du truc, donc on peut faire confiance quand même à ça. Quoi. Voilà. Alors, messieurs, comment vous jugez cette recrue phare? C'est la recrue phare. La recrue phare, c'est une recrue 3 encore, potentielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas tuer le gamin. Avec 18 ans, il vient du Brésil.
Il n'a pas beaucoup joué. Le peu qu'il a joué, il n'a pas montré grand-chose. Il a fait 2 talonnades. Il y en a, ils vont se pignoler là-dessus en les regardant en banc de gifle. Là. Mais bon, franchement, mis à part ça, il n'a vraiment pas eu beaucoup de jeux. Il a fait quoi, une titularisation, je crois, depuis le début de la saison seulement. Et il n'a pas été visible. Donc, je pense avec des champions importants. Ouais, donc c'est très compliqué pour lui. Après, moi, je n'ai pas envie de tirer sur un gamin comme ça qui vient du Brésil. J'ai plus envie de critiquer le choix stratégique de prendre ce mec-là à ce moment-là. Alors Villas-Boas nous a expliqué qu'il fallait le prendre maintenant, sinon c'était 30 millions dans 6 mois. Ouais. Bah bon, ça, si le mec il avait rien fait de plus à Botafogo cette année, il ne serait pas tes 30 millions. Mais le truc qu'il y a, c'est que pourquoi tu mises 8 millions d'euros, donc le seul argent entre guillemets que tu avais presque cet été, sur un jeune de 18 ans, qui plus est, qui vient d'un autre continent et qui doit s'adapter à l'Europe, alors que tu joues, c'est une année de Ligue des Champions, où tu as besoin de joueurs quand même qui ont un impact tout de suite. Là, c'est-à-dire que le seul argent que tu avais, tu l'as mis sur un joueur où tu es quasiment sûr qu'il ne va pas être bon de suite, sauf surprise. Donc le choix stratégique, moi, je ne le comprends pas. Après que Luis Enrique devienne bon et soit bon dans 6 mois, 1 an, je ne l'exclus pas. Mais tout de suite, il y avait très peu de chances qu'il soit efficace. Et ça, moi, je trouve que c'est une erreur stratégique. Mourad. Bah c'est clairement 3 parce que pour toutes les raisons que Nico a expliquées et que Villas-Boas a expliqué également. Donc on rappelle son truc, si on le prenait pas maintenant, il coûterait 30 millions d'euros. Si on le laissait se terminer au Brésil entre guillemets. Donc moi je pense que en fait, Luis Enrique, on est beaucoup trop dur avec lui. Tu vois, ne serait-ce que ta formulation. Alors, on te connaît quand même un petit peu. On sait que c'est un petit peu provoque, mais c'est la recrue phare, c'est juste parce qu'on a dépensé de l'argent dessus. Exact. Donc c'est pas la recrue phare. On sait très bien que l'OM comptait beaucoup plus à court terme sur Cuisance ou Gay que sur notre ami Luis Enrique, et il fait 2 talonnades, on s'enflamme, il fait un match très moyen, on le détruit. C'est un peu embêtant. En fait, il y a tellement de choses, il représente tellement de choses un peu négatif dans l'analyse du football à l'heure actuelle, c'est-à-dire que il représente d'abord, parce que tu as mis de l'argent et pas non plus beaucoup d'argent, il représente ce truc, ces attentes démesurées chez un jeune. Il représente aussi le fait que tu laisses pas les jeunes se terminer chez eux, puisque là ça a été dit clairement, parce que sinon après ils vont coûter trop cher. Et il représente aussi l'analyse culture de l'instant, où il fait 2 talonnades, c'est Garrincha, et il rate un match, c'est deal. Donc il faut clairement attendre avec lui, il faut clairement le couver et espérer que l'OM soit en capacité, donc la structure OM soit en capacité de faire grandir celui qui est censé être un talent. Et il a quand même des habilités, quoi, on le voit. Et il y a plein d'autres clubs qui le font. Et encore une fois, aussi, analyse culture de l'instant, c'est-à-dire que quand le Shakhtar, il te sort un Brésilien tous les ans, tu dis, ah bah, et quand même, pourquoi nous on peut pas le faire? Et quand on veut le faire, on dit, ah ben attends, il a pas été bon tout de suite, allez, on le brûle au bûcher, parce qu'il a coûté 8 millions d'euros. Et cette analyse aussi par l'argent. Donc il y a tellement de choses négatives autour de ce minot, hein, parce qu'il a 18 ans, je crois, il vient de fêter ses 18 ans ou 19 ans, je sais pas, 19. Mais c'est vraiment c'est un tout jeune, donc il faut le couver, il faut lui laisser le temps. Il est clairement pas terminé, et ça a été annoncé. Après, on peut critiquer la stratégie, comme Nicolas fait, la stratégie de recrutement, c'est-à-dire t'as pas d'argent, mais t'en mets beaucoup sur quelqu'un alors que t'as peut-être besoin de quelque chose dans l'immédiat. Ça, on peut le faire, mais le minot en tant que tel, laissons-lui le temps de grandir et de se développer. Leonardo Balerdi. Je vais donner une petite précision. Mais rapido. Oui, ne fais pas donner le du mal à trait. Vite. Ne fais pas semblant que tu ne me vois pas. Je veux juste préciser que c'était un choix. Ils mettent le seul argent sur ce joueur-là et ils vont dans un championnat où on sait que c'est beaucoup plus cher que d'autres championnats sud-américains. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. Le Brésil, c'est tout de suite plus cher que la Colombie ou d'autres pays. Donc ça, c'est aussi un choix étonnant, une année où tu n'as vraiment pas d'argent, quoi. Leonardo Balerdi, arrivé en prêt, avec option d'achat. C'est une bonne recrue ou pas? 1, 2, 3, 4. Recrue. Si on écoute André Villas-Boas, c'est le futur, un des futurs plus grands défenseurs en Europe. Bon. Donc très utile immédiatement, potentiellement utile pour le futur. Moi, je le mettrais potentiellement utile pour le futur. Pour l'instant, il m'a convaincu sur certaines choses, mais il ne m'a pas convaincu sur d'autres.
Je trouve que c'est dommage qu'il fasse encore des erreurs grotesques, alors que potentiellement, effectivement, il nous a montré de très belles choses. Il va vite, il a des bons pieds, il a l'état d'esprit argentin de combat, et il peut te faire des superbes relances. Donc tu dis, sur le papier, il a vraiment tout pour plaire. Après, les fois où on l'a vu jouer, c'est rare où il ne fait pas une connerie, quoi. Et ça, c'est quand même un problème à son poste, même s'il est encore jeune. Et c'est ça qui est encore un peu inquiétant. Et c'est là où moi j'ai encore un petit peu de retenue par rapport à ça. Et en plus, pour l'instant, il est quand même barré par une charnière qui est Alvaro Tatsar. S'il n'y a pas une vente cet hiver, il va encore pas beaucoup jouer. Il a été décisif aussi pour l'OM, il a marqué des buts. Moi, je trouve qu'il a été utile. Immédiatement, il a été utile, puisqu'il a été utilisé. Et il a été décisif aussi. Ouais, si tu veux. C'est entre les deux. Ouais. Ouais, je le mettrais entre 2 et 3 parce que comme Ben le fait remarquer, il a déjà joué immédiatement et il a déjà fait des bons matchs aussi. Il en a fait quelques-uns à Lorient notamment où il fait pas de conneries. Il y en a un autre où il est pas mal du tout là qui me revient plus en tête, mais je sais qu'il a fait un deuxième très bon match aussi. Donc il a fait comme ça 2-3 très bons matchs. Donc ça, dans le contexte de l'OM, c'est déjà utile immédiatement. Mais malheureusement, c'est contrebalancé par ses erreurs de jeunesse et c'est la fin de sa formation qu'il est en train de faire en fait en ce moment à l'OM et notamment ce match contre Porto où le penalty et le carton rouge qui provoquent mettent fin à l'espoir de l'OM en Ligue des Champions. Donc c'est embêtant, mais voilà, c'est entre 2 et 3, 2,5 quoi en fait. C'est un petit peu ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette recrue et je crois en Leonardo Balerdi et je crois dans le jeu qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire que maintenant tout le monde en Europe joue en partant de derrière, en faisant des passes dangereuses entre guillemets dangereuses vers l'avant parce que bon, je vais pas me lancer là-dedans sinon ça va me mettre une demi-heure, mais des fois balancer un long saucisson si c'est des mecs qui vont très vite, qui récupèrent le ballon immédiatement et qui viennent t'attaquer, qui te mettent un but sur un dégagement à l'arrache, c'est peut-être tout aussi dangereux que de perdre le ballon en tentant de trouver un joueur dans certaines zones. Donc bon, moi, je crois en ce joueur, je crois en son jeu, je crois dans le fait qu'il puisse être le futur au poste de défenseur central à l'Olympique de Marseille. J'aime beaucoup cette recrue et je le mets entre 2 et 3, donc entre utile immédiatement et utile pour le futur. Donc voilà, à lui de confirmer, de gommer certaines choses, mais en tout cas, ça me fait plaisir parce que de temps en temps, il y a beaucoup de joueurs un peu neutres à l'OM pour lesquels je les vois jouer, je me dis ils me font, enfin leur jeu ne m'intéresse pas beaucoup, tu vois, c'est bien, ils peuvent apporter à l'OM, mais le jeu de Balerdi, moi, il m'intéresse beaucoup et j'aime bien son profil technique. Allez, on passe au mercato d'hiver. Pour ce mercato qui arrive, faut-il recruter urgemment à certains postes, Nico? Alors le problème, c'est qu'on a pris une petite douche froide encore ce lundi, puisque Villas-Boas a clairement dit que l'OM ne bougerait pas, sauf s'il y avait une opportunité, et ça serait en prêt. Donc, ça fait beaucoup de si, quoi. Ouais. Donc, du coup, l'OM... Ouais, attends, moi, je l'ai trouvé moins catégorique que ça. Hein. Ouais, franchement, j'ai relu la décla. Ouais, mais il dit aussi, on continue à chercher un attaquant. Ouais, mais il cherche un profil. En fait, il cherche un profil d'opportunité. Ouais. Et ça bougera en fin de mercato. Ça bougera en fin de mercato. Donc, ça, à mon avis, ça sous-entend, si départ, peut-être qu'on recrutera. Non, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut recruter impérativement à certains postes? Si tu peux, oui, on l'a déjà dit tout à l'heure. Les deux manques qu'il y avait cet été, ils sont toujours présents. Avoir un autre profil d'attaquant, c'est ce que dit Villas-Boas, devant pour apporter des choses différentes, je pense que ça manque clairement. Ouais. Parce que même si Germain dépanne, on connaît les défauts de Germain, ça l'empointe. Nassim, si tu nous écoutes. Et après, il faut un latéral droit. Il faut un latéral droit parce que le pauvre Saka, il est au bout de sa vie. Et que vu que Nagatomo n'est pas au niveau, ça renforce ce problème-là. On attend Amavi, on espère qu'Amavi ne va pas se reblesser parce que le mollet, c'est toujours très compliqué. Donc oui, il faudrait trouver un latéral droit. Moi, j'avoue que je suis un peu dégoûté. Notre ami Florian Rosbeck nous avait très bien vendu Maélé. Maélé, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien dans cette équipe. C'est un joueur qui aurait adoré venir à l'OM et qui finalement ne devrait pas venir. Je pense que ce mec-là, ça aurait pu faire du bien. Mais il n'y a pas d'argent. Donc un prêt de Maélé, c'est pas possible. Et est-ce que tu peux trouver un attaquant de pointe qui joue pas en prêt en Europe? Moi, ça me semble quand même compliqué. Donc, Mourad.
Mais peut-être qu'il faut aussi faire un recrutement interne, c'est-à-dire que là, Villas-Boas nous a expliqué, donc Rokia avait avait ses blessures récurrentes, donc il a été opéré et maintenant il est prêt à jouer. Et malheureusement, il a dit, on va essayer donc de lui trouver une porte de sortie cet hiver. Et ben peut-être que c'est ce qu'il ne faut pas faire et qu'il faut se dire, ok, s'il est prêt à jouer, on va voir, on va lui donner sa chance. On n'a rien à perdre là-dessus. Nagatomo, de toute manière, c'est mauvais. Donc si Rokia il est mauvais, on n'a rien perdu. On n'a pas perdu le fait de recruter un arrière gauche à l'arrache en se disant ok, bon, il y a peut-être moyen d'avoir Jérôme Bonicel. On ne sait pas s'il est encore sur le marché. Ce genre de recrue à la dernière minute, si t'as pas d'argent, si t'as pas de bonnes opportunités, ben peut-être qu'il faut chercher les bonnes opportunités en interne. Et peut-être que Rokia, ça peut être ça. Peut-être que c'est à toi de le motiver, de lui dire écoute, je vais te donner ta chance sur ces 6 prochains mois. Il faut que tu casses tout. Et après, tu es en fin de contrat. Donc, si tu casses tout avec l'OM et que tu es en fin de contrat, alors bien sûr, on reviendra là-dessus et on se dira, putain, mais l'OM n'a pas été capable de garder son jeune et tout. Mais lui, il a tout à y gagner là-dedans. C'est-à-dire que s'il fait 6 gros mois avec l'OM et qu'il se retrouve libre en juin, il peut aussi, pour sa carrière, ça peut lui faire beaucoup de bien. Donc, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut faire, étant donné les moyens de l'Olympique de Marseille et étant donné ce qu'on a besoin de faire au niveau structurel, au niveau du développement de la formation. C'est peut-être ça la recrue à faire. Ok, vous avez des bons plans mercato ou pas à ces postes-là, Nico? Pas des des bons plans mercato, on a entendu des noms, moi, c'est vrai que j'aime, mais pas pour cet hiver, ça me paraît compliqué, c'est ça. Le truc qu'il y a, c'est que tellement limité financièrement que c'est difficile de proposer des plans mercato. On en a fait plein avec Pierre Gerbeau, justement, des Sud-Américains qui sont pas trop chers, que tu peux taper à moins de 5 millions d'euros, mais moi, ça me paraît compliqué cet hiver. Un prêt, j'ai du mal à imaginer qu'ils prendront un prêt. Le petit Perrault de Brest, c'est très bien comme latéral, mais tu n'as pas l'argent pour le payer. Mourad, t'as des bons plans mercato ou pas? Non, pas de bons plans mercato. Enfin, il faut de l'argent. Tu vois pas des opportunités de marché, des trucs comme ça, quoi? Des opportunités de marché, je pense pas. T'as des clubs, forcément t'as Mykolenko en Ukraine qui maintenant est arrivé à maturité. En plus, il a su jouer en poste de défenseur central aussi. Lucescu l'a fait jouer un petit peu là. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de défauts. Nico m'en avait déjà parlé il y a quelques temps et je lui avais dit oui, mais il rate encore beaucoup de choses. Maintenant, il en rate moins. Il les rate lorsqu'il est au poste de défenseur central. Notamment, il met des CSC contre la France. Mais en tant que latéral, maintenant, il a vraiment tout le bagage qu'il faut, il a vraiment tout ce qu'il faut, il est costaud, il est rapide, il a un bon pied, donc voilà, mais ça va coûter cher. Voilà, ça va coûter cher et à mon avis, c'est difficile de sortir des Ukrainiens lorsqu'ils sont au Dynamo ou au Shakhtar, donc ouais, non, après j'ai pas de trucs en tête. En attaque, un buteur? Non, t'as pas Olivier Giroud? Opportunité de marché, Olivier Giroud? Le bon plan mercato de Jean-Charles Diaz, Mariano Diaz en prêt. Allez, on va passer au bilan des joueurs de cette première partie de saison. Pas des recrues, mais de l'ensemble de l'effectif. Vous allez me donner vos 2 men of the first party de season. Putain. Et vos 2 merguez of the first party de season. Le full digital, c'est les anglicismes aussi, c'est ça? Ouais. Allez, tu retiendras qui, toi, sur cette première partie de saison? Alors, 2 joueurs. 2 joueurs. Alors, si je devais retenir 2 joueurs, déjà, je vais mettre Steve Mandanda. Ouais. Parce que Steve Mandanda, il nous a quand même bien sauvé les meubles en début de saison, quand tu étais quand même bien à la rue en termes de jeu, et il t'a sauvé beaucoup de matchs. C'était souvent l'homme du match, d'ailleurs, pendant avec 80% des matchs. Ouais. Donc, Steve Mandanda d'office, le capitaine. Et comme deuxième man of the first season party, je sais pas comment on peut dire. Half of season. On peut mettre. J'hésite entre plusieurs joueurs. Ce sera pas Payet, ça c'est sûr. Non, en termes de statistiques, tu as Thauvin, mais moi il est tellement irrégulier, j'ai un peu de mal. La hype du moment, c'est Gay. C'est compliqué pour moi. Je vais quand même mettre Thauvin pour une question de statistiques, mais j'y crois pas trop. En fait, mis à part Mandanda, je trouve que ça a été tellement irrégulier cette saison que. Ouais. Allez, dans les plus, tu mets qui? Il en faut 2, Mourad. Bon, alors en fait, étant donné que cette première partie de saison n'est
équipe n'est que très peu satisfaisante. Je vais d'abord vous faire un peu grimper. Je vais d'abord un peu vous faire hurler, mais je mettrai Payet. Pourquoi ? Parce qu'il a été très mauvais sur les premiers mois. Et lorsqu'il est très mauvais, on peut pas jouer au foot. Et lorsqu'il a été meilleur, on a pu rejouer au football. Donc en fait, j'ai l'impression que à l'Olympique de Marseille, si tu dois jouer au football, il faut que Payet soit là et il faut que Payet soit en forme. Donc quelque part, même si moi aussi il m'énerve, parce que je sais que tout le monde va dire mais Mourad il est complètement à l'ouest, de dire Payet, imagine, Payet il a tout raté, tout. Oui, c'est vrai qu'il a été très énervant tout ça, mais en fait, lorsqu'il est bon, il marque des buts, il donne des ballons. Et même sur le dernier match à Rennes, où j'ai vu qu'on a beaucoup dit oui, il est nul, tout ça, mais il donne 3 ballons de but et on a 4 occasions dans le match. Donc, en fait, il y a un moment, si tu dois jouer au foot, c'est avec Payet. Donc, pour les rares bons moments de football cette saison, j'ai envie de mettre Payet pour le début de match à Rennes, pour le match contre Nantes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais en tout cas, voilà, si tu dois jouer au foot, c'est avec Payet, ou sinon tu joues pas au foot dans cette équipe. C'est malheureux, je veux bien le concéder, mais c'est comme ça. Et le deuxième, ce que j'ai pas envie de dire comme Nico, parce que Steve Mandanda s'impose de lui-même, quoi. C'est-à-dire, mais je suis obligé. C'est-à-dire que si t'as pas Steve Mandanda, tu prends pas autant de points. C'est clair et net. Il a surperformé de manière impressionnante. Et en début de saison, il nous sauve beaucoup de points. Sans lui, on n'en est pas là en championnat. C'est clair et net. Donc c'est difficile. Et quoi dire de plus, si ce n'est, c'est un gardien. Il fait des arrêts. Et lorsqu'il fait des arrêts, il remporte des points et il n'y a pas beaucoup de gardiens de son calibre en Ligue 1, donc voilà, c'est difficile de penser à quelqu'un d'autre que Steve Mandanda. J'aurais bien aimé, mais ça me paraît presque impossible. Allez, merguez of the first party season. Il en faut 2. Il en faut 2. Bon, d'office, on va s'acharner, mais bon, Nagatomo, c'est une merguez, quoi. Ouais. Alors, après, tu es obligé de te taper dans les mecs qui ont un minimum joué, quoi. Parce qu'il y en a qui, tu vois, il y en a qui n'ont pas été bons, mais qui n'ont pas beaucoup joué. C'est difficile. Lui, il commence à pas mal jouer en plus, donc il n'est pas bon. Après, voilà, le mec, il sort d'une saison blanche, quasiment, comme je le disais tout à l'heure. Il n'est pas dans le rythme, il se fait bouger physiquement. Il arrive même à marquer contre son camp. J'ai revu le but, là, quand il marque contre son camp, mais putain, il faut la mettre. Hein. Ouais. Je sais pas comment il fait, quoi. Bon, bref, c'est vrai que le pauvre, il est en galère. Je tape un peu sur une ambulance, mais malheureusement, c'est évident, quoi. Il est dans le lot, quoi. Il y en a un autre ou pas Après, c'est comme le meilleur joueur. J'ai un peu de mal parce qu'il y a des joueurs qui étaient complètement à la ramasse en début de saison. On peut penser à Payet, on peut penser à Benedetto, mais qui se sont repris depuis, donc je ne peux pas les mettre dans ce cas-là. C'est difficile, j'ai du mal à vraiment sortir un joueur. J'ai pas envie de taper sur Sakai, même s'il n'est pas bon. Je pourrais le mettre, mais il fait ce qu'il peut, Sakai. J'ai du mal à trouver vraiment un mec sur qui taper. Je pourrais taper sur Radonjic, mais vu le peu de temps qu'il a joué, ça serait compliqué. Rongier était vraiment mauvais en début de saison. Maintenant, il retrouve un niveau. Tu vois, tous sont un peu, ont été irréguliers, donc c'est difficile. Non, j'en avais pas vraiment un de plus. Bon, allez, Mourad. Bon, donc Nagatomo, bien sûr. Et après, j'ai envie de dire Morgan Sanson parce qu'en fait, il n'a pas confirmé, quoi, et on ne sait pas ce qu'il a. Il a été un peu le symbole de l'équipe lorsqu'elle jouait mal, un peu à sa décharge, parce qu'il dépend beaucoup de ce que le coach lui demande. Et en fait, on comprenait pas très bien ce qu'il faisait. Il courait partout. On se disait que sa présence sur le terrain était contre-productive. Et malgré tout, il a marqué quelques buts, dont ce fameux but à Strasbourg, dont l'égalisation contre Metz. Donc il a quand même eu une utilité, mais c'est le symbole de ce jeu qui ronronne. Donc voilà, Nagatomo et Sanson. Après, j'aurais 2 mentions spéciales à faire, parce que je veux pas les mettre Men et merguez, mais comment dire, inquiétude et enfin la mention inquiète, c'est Boubacar Kamara. C'est-à-dire que Boubacar Kamara, c'est jamais très bon, c'est jamais très nul en fait, et ça devient un peu, j'ai l'impression qu'il se randomise un petit peu, ce joueur. Je sais pas si c'est pas du tout français, mais on est en full digital, voilà quoi. Il se normalise, il devient un joueur tout à fait normal, Boubacar Kamara, et c'est aussi dû à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'on lui demande d'apporter
apporter sa science de la défense au milieu de terrain. Alors, on lui a longtemps demandé en tant que sentinelle. Maintenant, on lui demande en tant que relayeur, souvent, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ce rôle de sentinelle, ou alors parce qu'il joue avec deux milieux de terrain et il y en a un qui est plus bas. Donc, moi, je vois Camara apporter de la défense dans les lignes hautes de l'Olympique de Marseille. Et je me dis, bon, bah, d'accord, très bien, tu vois, il fait jamais mal, vraiment, tu vois, il fait jamais mal, mais j'ai l'impression que son talent, on est en train de mal l'exploiter. Et moi, ça me fait peur. Donc, j'en ai déjà parlé. Je pense que c'est assez dangereux parce que c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. Et j'étais très enthousiaste en début de saison dernière lorsque Villas-Boas disait non, je veux en faire l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et maintenant, bon, bah, non, j'en fais un milieu offensif, un milieu relayeur. Je comprends pas ce qu'on fait. Je comprends pas ce qu'on fait avec Camara et ça m'embête parce qu'il a vraiment un gros talent. Mais le talent, ça c'est pas suffisant pour faire une grosse saison, pour faire une grosse carrière. Donc voilà. Et avoir Jules Koundé qui était au même niveau que lui, qui est en train de vraiment le distancer de beaucoup. Et ensuite, l'autre mention que j'ai envie de faire, c'est à Sakai. Donc voilà, Nico en a déjà parlé. Et Sakai, c'est un peu la mention, comment dire, respect, quoi, en fait, parce que oui, il est limité, oui, il est moins bien, oui, il semble être sur la pente descendante, oui, il prend de l'âge, oui, on aimerait voir quelqu'un qui sache faire des super centres, etc. Oui, mais là, il se fait défoncer quand même, ça fait un moment qui devient un petit peu, enfin, en tout cas sur les réseaux sociaux, donc bon, ça vaut ce que ça vaut, et j'ai pas envie de faire l'éditorialiste de CNews, donc je vais m'arrêter là. J'étais en train de me rendre compte là que j'étais en train de prendre une tournure un petit peu CNews. Mais Garcia, attention. salut. Voilà. Mais voilà, Sakai, il faut quand même ne pas oublier tout ce qu'il nous a apporté. Ça n'a jamais été Dani Alves, mais il a des états de service qui sont admirables à l'Olympique de Marseille. Il a toujours été admirable dans l'état d'esprit. Et en fait, la vision que beaucoup ont de lui actuellement, c'est parce qu'il est donc sur le déclin et que son apogée n'était pas très haute. Du coup, on se dit en fait, il a toujours été nul parce que même lorsqu'il était très bon, il était moyen plus. Et donc maintenant, il est moyen moins. Donc on se dit en fait, il a toujours été comme ça. Il a jamais été bon. Il a jamais été foutu de faire une passe décisive. Il a jamais, ce qui est pas tout à fait vrai. Il en a fait quelques-unes. Il fait 4-5, il fait une passe décisive tous les 10 matchs, quoi. Et de temps en temps, il donne quelques bons ballons et il apporte offensivement en combinant avec Florian Thauvin. Mais après, voilà, il est limité. Et là où on voit qu'il est sur le déclin, c'est que défensivement, son sérieux lui permettait de réussir tous ses gestes défensifs et que là, il en rate de plus en plus et que, voilà, de moyen plus, il est passé à moyen, il est en train de passer à moyen moins, que ce serait bien qu'il aille sur le banc, mais de manière respectueuse. N'oublions pas, ne le détruisons pas. Ça n'a jamais été un crack, mais il nous a énormément rendu service et moi, je suis vraiment redevable de Sakai. Mais pourquoi tu le mets dans les merguez alors? Je le mets pas. Je le mets pas dans les merguez, justement. J'ai mis mention spéciale. Ah, même pendant l'émission, t'écoutes pas, quoi. Ça appelait respect. Mention spéciale merguez quand même. Il est plutôt dans les spéciales merguez que dans les spéciales top. RSPCT, find out what it means to me. Okay. C'est dans The Office. C'est une chanson de Aretha Franklin et d'Otis Redding aussi. Allez messieurs, on va terminer cette émission bilan par les vœux 2021. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez voir à l'Olympique de Marseille pour cette fin de saison? Qu'est-ce que vous souhaitez à l'Olympique de Marseille pour l'année 2021? Nico. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est moins de Marseillais dans le club. Ça, c'est très important parce que faut pas être touché par les défaites ou les victoires. Pour mieux vivre les choses. Ça, c'est hyper important. Dans une stratégie full digital, ça compte. Mais pour être sérieux, ce que je souhaite surtout, c'est retrouver du jeu. Retrouver du jeu et les résultats qui iront avec. J'ai pas envie que Villas-Boas il retombe dans le travers, je retombe dans les calculs d'apothicaire de points comme il a fait la saison dernière, parce que la saison dernière a été tronquée, mais en janvier justement 2020, on avait basculé là-dedans. Si c'est pour faire ça, il sera pas sur le podium, je pense. S'il rebascule dans ses comptes d'apothicaire, l'OM ne terminera pas sur le podium. Cette année, il y a plus de concurrents. Il y a Lyon, il y a Lille, il y a Monaco qu'il faut pas enterrer, il y a Rennes qui remonte. Donc la concurrence est là, la concurrence est forte. Il y a Paris, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais ils seront toujours là. Donc, je pense que je veux avant tout du jeu. Je veux retrouver du jeu, de l'allant offensif. Okay. S'ils peuvent rajouter une ou deux recrues au mercato pour avoir un petit peu plus de solutions, ça peut être intéressant, sachant qu'on arrive à la fin avant une année zéro. Il va y avoir beaucoup de départs. Donc, il y a plein de joueurs qui vont partir en fin de saison. C'est une occasion de bien terminer. L'objectif podium, il est
déterminant, mais pour arriver à ce podium, il faut jouer, il faut proposer du jeu. Et avant tout, moi, je veux du jeu. Tu veux du jeu? Et attends, Oui. et je veux, si les conditions sanitaires le permettent, Ouais. le retour des supporters dans le stade. Moi, je suis pas retourné au Vélodrome depuis qu'il n'y a plus de supporters. C'est vrai? C'est vrai. Et donc, j'y retournerai quand il y aura des supporters et j'aimerais y retourner bientôt. Ouais. Mourad, qu'est-ce que tu souhaites, toi, à l'Olympique de Marseille? Deux choses, de l'enthousiasme et de l'identification, c'est-à-dire que j'en parlais un peu plus tôt, cette première partie de saison, elle a été négative aussi parce qu'elle a été marquée par des polémiques, par des batailles, par des trucs pas très positifs, par des guerres rangées un petit peu entre un tel et un tel, entre trucs et trucs, entre Payet, il est gros, il est pas gros, truc machin, et ça a été tellement épuisant entre les journalistes, ils sont contre Villas-Boas il est contre les journalistes, entre machin, entre même en conférence de presse, t'avais des trucs genre oui, bah non, bah Villas-Boas il tacle, il dit machin, enfin c'était fatigant, donc de l'enthousiasme, donc c'est-à-dire retrouver un cercle où quand l'OM arrive, tu te dis pas ok, il faut se mettre à travailler, mais que tu retrouves un petit peu de joie à revoir cette équipe et en redonner aussi aux supporters, et aussi parce que même sur certaines victoires, même après certaines victoires comme contre Strasbourg, t'avais le clan des décevants et le clan des pas décevants et tout. C'est pas ça un club de foot. Un club de foot, ça doit t'apporter de la joie dans ton quotidien, et l'OM n'a pas fait ça. Ça a été vraiment tout le temps négatif. Donc enthousiasme et identification, parce qu'aussi on a envie de se dire ça c'est mon joueur, ça c'est le joueur qui me représente, ça c'est mon coach, ça c'est mon équipe. Et ça, on est en train de le perdre, et on le perd depuis pas mal d'années. On l'a perdu avec Rudy Garcia. Est-ce que c'est pas le football aussi qui change, et est-ce que tu peux encore revoir ça dans le football, de l'identification? Bah, bien sûr que tu peux le voir. Après, t'as raison. Après, tu as raison. C'est aussi un contexte global, bien sûr. Mais tu peux le voir. C'est faisable. Ça passe. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la stratégie de Jacques-Henri Hérault, mais peut-être que ça concerne pas le football, en fait. C'est un autre sujet, ça, parce que les stratégies à l'OM, elles concernent tout sauf le football. Donc, c'est-à-dire que full digital, c'est pas mal, hein, mais bon, bref. Et après, je sais pas, il va falloir full digital faire des tactiques aussi. Mais dans tous les cas, il faut retrouver de l'identification, c'est-à-dire retrouver du bonheur de se dire, voilà, ce joueur-là. Même, tu vois, un mec comme Alvaro, l'an dernier, il a pu t'apporter ça un petit peu temporairement. Lorsqu'il arrive au début, tu te dis, ah, bah, quand même, Alvaro et tout, il fait des tacles. C'est un peu grossier, je te l'accorde, c'est un peu grossier, ce truc, ouais, machin, il a la grinta, tout ça, truc. Mais bon, ça colle à l'identité du club aussi. Les gens aiment ça. C'est le football, c'est le football. De temps en temps, tu t'es pas toujours obligé de partir dans des trucs qui sont ultra. Tu peux te laisser aller un peu à un peu de populisme positif. Lorsque tu regardes du football, Maradona nous l'a prouvé. Donc voilà, c'est ça mes vœux. Et Nico a tout à fait raison aussi. Retrouver du public au stade Vélodrome et rendre hommage à Pape Diouf, rendre l'hommage qu'il mérite, parce que lui avait même réussi à nous apporter cette identification au poste de président, ce qui était quand même pas gagné, parce que revoyez les 20, 25, presque 30 années depuis le départ de Tapi, et demandez-vous quel président a réussi à rendre fiers les supporters marseillais. À part lui, j'en vois pas. J'ai Jean-Claude Dacier. Si tu dis Chico Lunghi, t'es banni. Chico Lunghi était pas mal. Non, j'ai trouvé pire, Jean-Claude Dacier. Quand tu vois ce qu'il dit aujourd'hui sur CNews, justement. Ouais. Messieurs, dans vos vœux 2021, il n'y a personne qui a souhaité la vente de l'Olympique de Marseille? Moi, je suis pas opposé à l'hypothétique vente de l'Olympique de Marseille, mais à condition de connaître les acheteurs. Là, pour l'instant, ça reste hypothétique, parce que d'une part, McCourt ne veut pas vendre, et d'autre part, on ne connaît pas vraiment tous les acheteurs. Là, le projet Ajroudi. Mais est-ce que ça fait partie de tes vœux ou pas? S'il y a un projet intéressant, c'est toujours le projet. Vendre pour vendre, ça ne m'intéresse pas. Si le club est racheté par quelqu'un qui arrive avec de l'ambition, qui va se dire, je vais mettre un président compétent, qui va recruter des gens compétents pour proposer quelque chose de carré, pas juste des mots avec des PowerPoint et ça va être carré et on a 150 millions d'euros de déficit. Non, oui, je veux un truc comme ça. Mais pour l'instant, ça reste très flou. C'est pas mon souhait numéro un. Moi, mon souhait, c'est que
l'histoire de Mediapro qui est en train d'exploser et avec la crise qui arrive, plus le coronavirus. Ouais. Mon souhait, c'est que tout ça, ça puisse permettre peut-être au football de baisser son niveau de vie et de retrouver avant tout l'intérêt du ballon, du rectangle vert, et qu'on parle moins d'argent. Je trouve que depuis le coronavirus, on parle tellement d'argent, de budget, de déficit, de machin. C'est déprimant. On a l'impression d'être chez les comptables et j'aimerais bien qu'on retrouve ce côté football, quoi. Ouais. Mourad, il faut qu'il soit vendu ce club ou pas? Faut rester comme ça. No comment. Ouais. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Moi, je dis il faut qu'il soit vendu ce club. J'ai choisi bien mon sûr camp. qu'il faut pas qu'il reste comme ça. C'est pas le. Bien sûr qu'il faut pas qu'il reste comme ça. C'est pas le. Enfin, personne ne veut voir un club déshumanisé auquel tu ne peux pas t'identifier. Faire de la compta, bien sûr que non, c'est pas ce qui intéresse. Mais après, voilà, Nico l'a dit, tu veux à tout prix qu'on parle de ça, il faut pas vendre à n'importe qui. Regarde ce qui se passe au LOSC, regarde les mecs qui reprennent le LOSC, qui apparemment te sortent d'entrée un projet qui ressemble beaucoup à l'OM Champions Project. Hein. Bonne idée, les gars, avec Olivier Létang qui, selon Romain Molina, est un super mec. Bonne idée, les gars. Donc voilà, faut pas, faut faire. Enfin, vendre, mais pas à n'importe qui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ouais, c'est ça, c'est vendre, mais pas à n'importe qui. Et faire gaffe parce que les fonds vautours, des trucs comme ça. Quand tu es dans une crise, tu as beaucoup de vautours qui traînent autour des carcasses et des corps à dépecer. C'est vrai, c'est vrai. Allez, cette fin de saison sera l'année 0. C'est ça qui est inquiétant. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est de me dire, on est... même si on fait une belle saison cette année, ça risque d'être compliqué l'année prochaine encore à cause de toute cette gestion de ces dernières années. Allez, messieurs, on va s'arrêter là. On va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous à la rentrée en 2021. C'est le lundi 4, je crois. Portez-vous bien, messieurs. Et achetez des livres. Achetez des livres, si vous voulez. Achetez son livre. Ouais. Et Non, ou acheter ceux de mes camarades qui sont aussi très bien et qui sont aussi qui peuvent parfois être quand même ils se foutent pas de votre gueule. Donc, passez de bonnes fêtes avec des livres, restez chez vous, ne voyez pas trop de monde, prenez soin de vos proches. Voilà. Très bonne fin d'année. Voilà. Très bonne année. Et allez vous balader en forêt sans masque, il n'y a pas de danger. C'est vrai, mais c'est illégal. Si, en forêt, t'as le droit à tes conneries. Ah non. Bah, si. Et tu la sors d'où, cette loi? De quoi, sans masque? Oui, en forêt. Bien sûr que t'as le droit. Bah non. Toi, tu crois qu'il faut mettre le masque tout le temps dehors maintenant? Bah si. Bah, lis les trucs, hein, t'es pas au courant, mec. Ah ouais, c'est vrai? Bah non, c'est que dans les centres-villes. Ah ouais? Bah oui. Bon. Et dans ta voiture, tu mets le masque aussi? Vous êtes tout seul? Non. C'est voilà. Exact. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.